cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. J'ai toujours été un passionné de l'histoire. Je pense que c'est un des traits que je tiens de ma grand-mère, qui était déjà amoureuse de l'histoire. J'imagine que tout le monde a dans son entourage une personne très frappante intellectuellement, une personne qui vous fait un effet lorsqu'elle vous parle. Eh bien, ma grand-mère ne pouvait pas faire de petits-enfants qui n'aiment pas l'histoire. Et elle a toujours pensé que les Africains que nous sommes ne pouvons pas avancer tant que nous ne serons pas arrêtés pour connaître notre passé, notre histoire, et pour inscrire nos actions dans la continuité de celles qui ont été faites ou en rupture. Mais qui dit rupture ou continuité dit avant tout une bonne connaissance. L'histoire, c'est avant tout un récit, une étude des faits passés, donc des faits auxquels l'historien s'efforce de donner un sens. Hérodote, qu'on considère comme étant le père de l'histoire, il disait que la fonction première de l'histoire est d'entretenir la mémoire du passé afin qu'elle ne s'efface pas. Et l'Africain que je suis me donne aussi une petite idée de l'histoire. La sagesse populaire de chez moi, en tout cas, dit « c'est au bout de la vieille corde qu'on attache la nouvelle ». L'histoire, ce n'est juste que la vieille corde dont on a besoin pour attacher la nouvelle et pour pouvoir continuer à avancer. Les plus anciens ouvrages d'histoire de l'Afrique occidentale sont sans aucun doute le fameux Tariq el-Fetash de Mahmoud Kati et quelques années ou quelques décennies plus tard, le Tariq de Abderrahmane Sadi. J'ai intitulé ce livre Tariq el-Fetash. Il y est parlé des guerres et des événements principaux qui se sont passés au Tekrour. Extrait de Tariq es-Soudan. Djenné est un des grands marchés du monde musulman. Là se rencontrent les marchands du sel provenant des mines de Tegaza et ceux qui apportent l'or des mines de Bitou. Ces deux ouvrages très intéressants sur l'histoire de l'Afrique nous racontent la vie quotidienne dans les grands empires du Moyen-Âge africain, la vie quotidienne dans l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai de Gao. Il nous parle des odeurs des rues de Tombouctou, il nous parle des histoires d'adultère, de la lâcheté de certains hommes. Il nous faut une description de l'architecture. Et ce qui est frappant, c'est qu'il faisait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire des mentalités, qui a vu le jour en Europe à partir des années 80. Et je vous parle de la seconde moitié du XVIIe siècle, quand ces ouvrages ont été rédigés. Mahmoud Kati, qui était d'un père espagnol andalou et d'une mère originaire de Tombouctou et qui est né à Tombouctou lui-même, a écrit ce qu'on peut considérer dans l'histoire comme la première preuve de l'histoire écrite de l'Afrique. Preuve que les Africains ont toujours écrit leur histoire, contrairement à une idée générale qui voudrait que les Africains n'aient pas d'histoire ou qui voudrait que, récemment, que l'Afrique ne soit pas suffisamment rentrée dans l'histoire. À partir du XVIIIe siècle, l'histoire africaine sera énormément écrite par des explorateurs européens. On peut citer René Caillé, Livingstone et beaucoup d'autres qu'on connaît. Et donc ces individus qui allaient de pair avec les missionnaires, qui prospectaient, qui répandaient l'évangile, la bonne parole en Afrique, ils posaient sur l'Africain et sur l'Afrique un regard ethnologique et ethnologisant. C'est-à-dire, l'Africain est l'objet d'une étude ethnologique. L'Africain est toujours perçu comme
L'autre, la curiosité qu'il faut analyser, mesurer la circonférence de sa boîte crânienne, et plus tard, dans la seconde moitié du 19e siècle en Europe, ce sont les travaux de ces explorateurs, de ces scientifiques, qui serviront de justification pseudo-scientifique au racisme de l'Europe. Les idées racialistes, les idées de l'inégalité des races, comme le comte Gobineau l'a théorisé dans son fameux bouquin. Toute véritable civilisation découle de la race blanche. Quand on parle du comte Gobineau, j'aime bien qu'on parle aussi d'Anténor Firmin, qui est un Haïtien, donc ambassadeur d'Haïti en France, qui s'est fait un plaisir d'écrire un autre ouvrage à l'époque pour répondre en refutant systématiquement les arguments pseudo-scientifiques. Peut-être observe-t-on un esprit fait d'égoïsme et d'orgueil, qui a toujours porté les peuples civilisés à se croire d'une nature supérieure aux nations qui les entourent. Mais on peut affirmer qu'il n'y a jamais eu la moindre relation entre ce sentiment et une idée positive de hiérarchie systématiquement établie parmi les races humaines. Hiérarchisation factice des races humaines, Anténor Firmin. Par la suite, les Africains vont connaître une autre orientation qui est la post-coloniale. Donc, c'est l'interprétation post-coloniale de l'histoire. Cette interprétation post-coloniale a pour but de chasser de l'histoire les restes, les derniers vestiges des idées eurocentrées. Histoire de l'Afrique noire. Joseph Kizerbo. Albert Adouboane. Histoire générale de Cheikh Anta Diop. Nation nègre et culture. Elikiam Bokolo, culture politique et mouvements sociaux. Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine. À quand l'Afrique ? La révolution qui est intervenue dans l'écriture de l'histoire à l'échelle mondiale dans les années 1960 a touché également les historiens africains qui ont donné une nouvelle orientation à leur écriture de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment que les Africains vont adopter le paradigme marxiste, c'est-à-dire le matérialisme historique, la théorie de la lutte des classes, pour écrire leur histoire. Et je pense que voir l'histoire africaine, la lire avec le paradigme marxiste, ne relève pas d'une fantaisie. Si on considère le coloniat européen implanté en Afrique depuis plusieurs générations, sans esprit de retour, et si on considère ce coloniat comme étant une classe dirigeante possédant tous les attributs du pouvoir, ayant des privilèges sociaux et politiques, si à côté on considère la grande masse africaine comme étant un prolétariat, une classe ouvrière, on comprend que ces historiens africains, en la personne de C.L.R. James dans Les Jacobins noirs, donc où il relate la révolution de Saint-Domingue, on leur donne raison en fait. On comprend que l'histoire africaine peut se lire avec ce paradigme-là. Toute l'histoire de l'Afrique peut se résumer en ce mot, l'indignation. L'indignation, c'est ce qui a fait prendre à Africanus Horton sa plume pour dénoncer l'état politique de la Gold Coast de l'époque. L'indignation, c'est ce qui a poussé Kwame Nkrumah à mettre un terme à ses études brillantes en Occident pour rentrer chez lui et pour prendre la tête du mouvement indépendantiste. L'indignation, c'est ce qui a poussé Patrice Lumumba à dire non lorsque les Belges se retirent du Congo et qu'une minorité à la solde des industriels, décide de confisquer les régions d'uranium et avec la complicité du chef de l'État de l'époque. On pense généralement que la période entre la fin de la traite et le début effectif de la colonisation a été une sorte de dark age, comme ça dans l'histoire de l'Afrique. Mais pas du tout. Cette période a connu ces grands hommes qui sont partis d'un rêve, un rêve rêvé par de millions d'Africains, qu'ils soient sur le continent ou dans
les nouveaux mondes, ce rêve de liberté, de dignité et de rassemblement. Eh bien, de ce rêve, ces personnes ont tout simplement fait un projet qui prendra plus tard le nom du panafricanisme.